Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Bonjour Damien. Salut Sarah. Ça va bien? Bah écoutez, c'est la dernière semaine, mais on va s'en remettre. Oui, après on part en vacances. Mais avant, notre invité du jour est un journaliste, présentateur, producteur qui nous rend visite aujourd'hui pour célébrer un joli anniversaire, celui des 30 ans de LCI. David Pujadas, bonjour. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue. Bonjour. Donc le 24 juin 1994, LCI émettait pour la toute première fois à la télévision. Il faut rappeler, c'est quand même la toute première chaîne d'info française, donc c'est pas rien. L'antenne à l'époque était inaugurée par Étienne Moujotte, le grand patron, avec Claire Chazal dans le JT de 20h. Et vous, à l'époque, David Pujadas, vous étiez en coulisses, puisque vous étiez reporter, il me semble, sur la chaîne. Je venais de 6 années comme reporter à TF1 et j'étais présentateur junior. J'étais avec Ruth Elkrief en duo. Oui. Elle était senior, elle faisait les heures, moi je faisais les demi-heures, donc des petits flashs. Ouais. C'était mes débuts en quelque sorte en présentation. Et alors, vous vous rappelez de ce lancement? Je me rappelle très bien. Et qu'est-ce que ça représentait pour le groupe TF1 à l'époque? Pour le groupe TF1, c'était quelque chose de très important. D'abord, c'était une volonté de Martin Bouygues. Martin Bouygues, il avait succédé à son père peu de temps avant et c'était une de ses signatures de dire « Moi, je veux qu'on lance la première chaîne info de France ». Donc c'était son bébé en quelque sorte. D'ailleurs, je me souviens que toutes les fêtes qu'on organisait, c'était très festif à l'époque. Il y avait beaucoup de fêtes à LCI. Et il était là à chaque fois. Et on bavardait avec lui. Donc c'était vraiment son bébé. Et pour TF1, c'était en quelque sorte un pari pour l'avenir. Voilà. Et réussi. Alors c'est vrai que vous avez commencé à présenter les journaux sur LCI, c'était à la fin de l'année 1914 et en 1996 également. David Pujadas, je voudrais qu'on revoie la photo qui vient à l'instant de s'afficher à l'écran, où on voit votre là, look c'est même une vidéo. Quand vous revoyez ça, vous ressentez quoi, David Pujadas? Vous dites, les années sont passées. Une grande honte. Non. Vous n'avez pas changé. Non, c'est sympa. Non, j'étais un peu coincé à l'antenne à l'époque, et même en arrivant à France 2 aussi, honnêtement. Vous voyez, même le truc, quand même. Là, on a une autre image avec un jaune moutarde. Et puis même l'œil, regardez, je trouve que j'avais un œil un peu. On va la revoir, si vous pouvez la remettre en régie. Oui, j'avais un œil un peu, je sais pas. Pas mort, faut pas exagérer, mais j'étais pas très avenant, quoi, honnêtement, vous voyez ce que je veux dire? Oui, on pourra à l'époque, j'étais l'info, on s'autorise pas le moindre affect, on s'autorise pas le moindre froncement de sourcils, un peu de sourire de temps en temps, un peu d'émotion parfois, jamais. Et c'était trop, c'était un peu trop, voilà. Bon, aujourd'hui, vous autorisez cette légèreté? Oui, déjà, après quelques années aux 20h, vous lâchez un peu plus, comme on dit, et c'est important, il faut trouver le bon dosage. Quand vous êtes présentateur, vous n'êtes pas là pour vous mettre en avant, mais vous êtes aussi un humain, si j'ose dire, et c'est pas anormal de temps en temps de laisser transparaître de l'émotion ou de temps en temps du sourire. Donc LCI, où vous officiez toujours, hein. Enfin, vous avez fait une petite pause d'une quinzaine d'années, 16 ans exactement, à France Télévisions. Vous êtes arrivé en 2001, juste avant le 11 septembre, une semaine avant. Et désormais, vous animez la tranche du soir sur LCI, le 24h Pujadas, de 18h à 20h. On va en parler, David Pujadas, de tout ça, mais ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Damien, on commence ces infos avec France 2 qui organise un débat important. Oui, la chaîne publique a bien l'intention de jouer les premiers rôles dans cette campagne des législatives. Ce lundi, la direction de l'information de France Télévisions a annoncé qu'elle allait retransmettre ce jeudi en direct un nouveau débat arbitré en première partie de soirée par Caroline Roux. Il opposera les 3 principales forces politiques qui rythment actuellement cette campagne des législatives. Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Gabriel Attal pour la majorité présidentielle et évidemment Manuel Bompard Olivier Faure, pardon. Manuel Bompard, ce sera chez vous. Ce sera Olivier Faure pour le nouveau Front Populaire. Il y en a tellement, des débats, on s'y perd. Ce rendez-vous donc sera baptisé l'événement, le débat décisif. Il va donc y avoir effectivement une déprogrammation, puisqu'à la base c'était envoyé spécial animé par Élise Lucet et complément d'enquête qui devait normalement s'implanter sur la grille de France 2. Alors pour rappel, la dernière fois que la chaîne a organisé un débat en prime time, c'était lors de la campagne des Européennes, c'était le 4 juin dernier, et 1,8 million de téléspectateurs avaient répondu présent, ce qui représente moins de 10% de part d'audience. C'était pas un peu plus là pour le débat
débat Bardella-Attal? C'était pas un peu plus de 3 millions? 3 millions et... le débat, 3 millions et ça, demi. c'était pour le débat avec tous les candidats. Exactement, tout à fait. Mais on a l'impression que depuis la campagne des européennes, il y a un débat par semaine. David Pujadas, il n'y en a pas un peu trop, parce qu'il y a celui de ce soir, évidemment, sur TF1. Non, mais c'est normal, parce que c'est un moment démocratique très important. Et un moment démocratique succède à un autre moment démocratique très court. 3 semaines de campagne avant le premier tour de législative. Donc évidemment, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de débats en très peu de temps, mais c'est le minimum. Et quand on est la première des chaînes publiques, en tout cas en audience, c'est normal qu'il y ait, d'ailleurs c'était dans les tuyaux depuis au moins une dizaine de jours, c'est normal qu'eux fassent aussi un grand débat comme TF1 le fait. Bien sûr. Et jeudi, c'est la case de l'info. Des paroles et des actes, c'était le jeudi aussi. C'est aussi le jour des émissions politiques. Damien, on poursuit avec Alba Ventura qui quitte RTL. Et oui, cela faisait 15 ans que sa voix faisait vibrer les ondes d'RTL. La journaliste a décidé de quitter la station afin de prendre la direction de la télévision et plus particulièrement le groupe TF1. À la rentrée, celle qui tenait un édito chaque matin dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL fera partie de la bande de Bruce Toussaint dans Bonjour. C'est le rendez-vous diffusé chaque matin à 6h55 sur TF1. Dans un communiqué envoyé ce matin, la direction de la chaîne précise qu'elle endossera le rôle d'éditorialiste, comme elle le faisait finalement à la radio. Autre arrivée dans la matinale de TF1, selon nos confrères du Parisien, c'est celle du journaliste Karim Benani que les téléspectateurs de la chaîne L'Équipe avaient l'habitude de retrouver. Il a déjà fait quelques galops d'essai au cours de cette saison, mais ça y est, il va vraiment définitivement rentrer de façon durable dans le costume de chroniqueur à partir de septembre prochain. David, à ma connaissance, vous n'avez jamais fait de radio Alors, j'ai fait de la radio libre il y a très longtemps. Ah oui, d'accord. Non, j'ai eu régulièrement des propositions pour faire des matinales. Mais soit j'étais aux 20h et c'était compliqué d'arrêter le 20h pour faire une matinale, soit aujourd'hui je suis producteur, donc c'était compliqué. Là pour le coup, vous êtes forcé d'être salarié quelque part, et donc d'abandonner mon activité de producteur qui est quand même mon activité aujourd'hui. Donc ça n'a pas été possible. Après, je ne vous cache pas que j'ai un petit problème à l'idée de me lever à 2h du matin tous les jours. C'est pas tellement mon rythme biologique spontané. Vous êtes plutôt quelqu'un du soir, vous, non? Oui, plutôt. C'est ça, oui. On termine, Damien, ces infos avec le chiffre du jour, le 800. Oui, c'est le nombre de personnalités issues du monde de la culture qui appellent à faire barrage au Rassemblement national dans une tribune publiée ce dimanche dans Le Monde, de l'animateur Nagui à la comédienne Sonia Rolland, en passant par François Berléand, Annie Dupéret. Tous appellent les citoyens à aller voter pour, je les cite, non seulement faire barrage à la haine, mais aussi pour que la France des Lumières conserve un avenir. Alors ils expriment aussi leur inquiétude bien évidemment au sujet de l'audiovisuel public qui devrait être privatisé si jamais le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Et depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, plusieurs personnalités ont déjà appelé à se mobiliser contre le parti de Jordan Bardella, comme le youtubeur Squeezie par exemple, ou encore le chanteur Soprano. Ouais, vous auriez pu signer cette tribune, David? Non, évidemment. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas une personnalité du spectacle. Les gens du spectacle ont le droit de s'exprimer. Bon, je ne suis pas certain, mais il y a tout un débat là-dessus, que ces tribunes soient très efficaces, parce que ce vote RN s'appuie aussi beaucoup sur le sentiment qu'il y a Paris d'un côté, et une élite d'ailleurs. Le RN fait un tout petit score à Paris. Et le reste de la France de l'autre. Donc ça alimente aussi, en même temps, les gens ont envie de s'exprimer, vous n'allez pas leur dire parce que tu es une vedette, parce que tu es un acteur connu. Non, ça peut être contre-productif. Ça peut être contre-productif. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit productif. Mais en même temps, c'est le droit d'expression. À Hollywood, vous avez la même chose tous les 4 ans. C'est vrai. Et c'est bien naturel, d'une certaine manière, que chacun ait le droit de s'exprimer. On va parler de cette actualité qui est plutôt riche en ce moment, et ce jusqu'au 7 juillet. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. David Pujadas, vous êtes avec nous aujourd'hui pour célébrer les 30 ans de LCI. C'est votre âge, Sarah, ça, non, d'ailleurs? Bientôt. Oui, j'ai le même. Chaîne sur laquelle vous officiez évidemment aujourd'hui. Vous allez faire quelque chose de particulier à l'antenne pour célébrer cet anniversaire? À l'antenne, je ne sais pas, mais on va faire une grande fête en septembre. Ah, c'est vrai? Ça tombe bien, on est dispo. Ah bah oui. C'est la tradition de LCI, les grandes fêtes, donc on en fera une. Il y a toujours eu une ambiance assez sympa dans la chaîne. Enfin, moi, j'y étais plus pendant très longtemps, mais j'étais content d'y revenir aussi pour ça, puis parce qu'il y avait beaucoup d'amis. Non, je pense pas qu'on va faire quelque chose. Il y a toujours un côté quand même auto-célébration.
qui est un peu étrange. Moi, j'ai fait un petit mot hier, parce que c'était hier, le 24 juin, et c'est vrai que c'est assez marrant de voir. Cette chaîne a été une pépinière, comme c'était la première chaîne info. Donc tous les visages qu'on voit ce 24 juin ou le 25, le 26, aujourd'hui, ils sont devenus familiers, en fait. On les reconnaît. Quand vous imaginez qu'il y avait Bernard de la Villardière, qu'il y avait Yves Calvi, qu'il y avait Guillaume Durand, qu'il y avait Anne-Sophie Lapix, Mélissa Torio, Audrey Crespo-Mara, Gilles Boulot, que des visages. Gilles aussi est passé par là, voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, mais voilà, c'était la première. Et donc ça a ce côté familier. Laurent Delahousse qu'on voit. Laurent Delahousse aussi est passé par là, Anne de Coudeneuve. Et il y avait cet esprit, vous le sentiez, à l'époque, de start-up quelque part. Ah oui, on se lançait dans un petit labo quelque part. Franchement, moi, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu dans mes années de journaliste. Enfin, je suis toujours journaliste, mais c'est que l'esprit pionnier, en fait. Quand vous êtes les premiers à créer une chaîne et qu'il n'y avait rien, et tout d'un coup, il y a une chaîne, et que vous participez à cette création, c'est très grisant. C'est très sympa. Et il y a un esprit de groupe, ça a soudé les gens pendant très longtemps. Non, c'était vraiment sympa. Et vous êtes toujours en contact avec cette équipe de journalistes qui a lancé cette chaîne. On parlait de Mélissa Torio, Anne-Sophie Lapix. Est-ce que justement, il y a toujours cet esprit qui existe beaucoup. Anne-Sophie, on s'est revu récemment. C'est vrai qu'il reste toujours un lien. Bernard de la Villardière, c'est un copain. Non, il y en a énormément. Il reste toujours une trace. Quand vous avez vécu un moment fort avec des gens, en fait, les années peuvent passer, il reste toujours quelque chose. Et on l'a dit, c'est la toute première chaîne d'info française, bien avant BFM TV, iTélé également. Et ce qui fera la renommée de LCI, c'est un direct à Noël 94, la prise d'otage à Marignane, du vol Airbus A300. Les images vont défiler à l'écran. Vous vous souvenez de cette édition spéciale ? Très bien, parce que c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Moi, je vous disais, j'étais présentateur junior. Le senior, il était à côté de moi, c'était Sylvain Attal. Au moment où l'assaut est lancé, on est en direct tous les deux, mais lui, il n'a pas son oreillette, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc la régie me parle à moi, l'assaut est lancé, c'est le JIGN, ça y est, c'est sur le... Et donc c'est moi qui prends la main d'une certaine manière, qui commande ce truc-là, et je me retrouve au premier plan de cet événement qui était, c'est vrai, inouï. C'est-à-dire un assaut, alors très léger différé, du GIGN sur l'Airbus pour libérer les otages. Et il s'est posé la question de diffuser ou pas, comme c'était la toute première fois qu'un tel événement était retransmis en direct. Alors c'est vrai qu'il y avait un léger décalage, je pense qu'il a pu permettre à ceux qui étaient en régie, à la rédaction en chef, en cas, je ne sais pas, de bain de sang, peut-être que la décision a été prise de couper. Mais il faut bien dire qu'à l'époque, le débat sur la responsabilité des médias, ce qu'on peut broadcaster, ce qu'on ne broadcaste pas, était beaucoup moins fort qu'aujourd'hui. Et ces questions-là étaient moins évidentes, étaient moins brûlantes pour tous les journalistes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, LCI est très axé sur le créneau de la guerre en Ukraine, on va en parler dans quelques instants, mais bien évidemment, vous couvrez aussi largement ce qui se passe dans la politique intérieure avec cette campagne des législatives, et c'est vrai que nous sommes en plein bouleversement actuellement, c'est une espèce de crise politique, et vous qui êtes passionné de politique, comment vous avez réagi lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale juste après la défaite aux européennes ? Alors ça fait partie de ces quelques événements, il n'y en a pas beaucoup. Moi j'avais ressenti ça au moment du 11 septembre, au moment du Bataclan, des attentats. Ça n'a rien à voir évidemment, mais ça fait partie de ce genre d'événement où votre distance journalistique qui vous protège d'habitude de l'actualité, elle est un peu abolie. Et moi j'ai ressenti les jours suivants une sorte d'inquiétude et de sidération, comme j'imagine énormément de Français. Vous savez, il y a eu des reportages un peu partout sur les cabinets des psys qui étaient pleins, sur les gens qui avaient des symptômes, etc. Et le saut dans l'inconnu que ça représente était un peu anxiogène. Et moi, j'ai vécu ça, un moment d'abattement. Ça va mieux depuis quelques jours, mais j'ai discuté avec beaucoup de collègues et ce sentiment est assez partagé. Sentiment un peu d'irréalité. De sidération, en fait. De sidération. Et là, vous êtes moins inquiet ? Moins inquiet parce que le débat est revenu quand même dans des canaux un peu plus familiers. On discute des programmes, par exemple. Et là, le débat reprend de la rationalité. Mais on a pu avoir l'impression au début qu'on était en pleine irrationalité. Vous savez, moi, j'ai vécu, comme journaliste, la dissolution de 97, qui était déjà un peu étrange. Et puis, comme de loin, j'ai vu la dissolution de 88 ou devant la télé, la dissolution. On avait l'impression que c'était la grande histoire qui se faisait. Là, on a l'impression que sur un coup de dé, c'est presque. Il y a un côté presque. Je sais pas. Aléatoire. Enfin. Oui, aléatoire, presque comme un jeu, un peu. Cette dissolution un peu irréelle sur laquelle on a du mal à avoir prise.
côté logique, rationnel. Et donc c'est ça qui a suscité, je pense, ce sentiment. Ouais, et alors Jordan Bardella, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, il y a une recomposition de la classe politique qui s'opère depuis quelques mois. Comment vous trouvez cette nouvelle garde dans les médias quand ils sont interrogés par les journalistes? Je la trouve intéressante, pas fondamentalement différente honnêtement de l'ancienne garde, c'est-à-dire que ce sont des pros. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, on peut être d'accord avec eux ou pas d'accord, mais globalement, ce sont des gens qui ont très vite pris les codes de la politique. Les éléments de langage, chacun à sa manière, chacun avec sa personnalité, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une rupture comme on aurait pu avoir ce sentiment quand Bernard Tapie s'est lancé en politique, quand des personnalités très atypiques, ou quand Christine Lagarde est entrée en politique. Vous voyez ce que je veux dire, là, pour le coup, c'est des personnalités pétries de politique, de culture politique. Et donc, qui ont vu leurs aînés faire, s'exprimer. Et donc, on a vraiment l'impression que c'est les meilleurs des élèves. C'est pas péjoratif, parce que, encore une fois, ils ont aussi leur personnalité. Mais il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés à proprement parler, à part leur âge. Oui, ils sont tous très jeunes. C'est vrai. Moins de 30 ans pour Jordan Bardella. Alors l'un des points d'orgue de cette campagne des législatives, ça se tiendra ce soir. Ce sera ce mardi soir sur TF1 avec ce débat organisé entre Jordan Bardella, Gabriel Attal et Manuel Bompard. Et quand on a reçu le communiqué de la chaîne, on a forcément pensé à vous parce que vous adorez ces soirées politiques. Mais là, vous n'allez pas en faire partie. Ce sera animé par Anne-Claire Coudray, par Gilles Boulot. Ça vous manque, ce genre de débat ? Alors d'abord, j'en fais encore. Oui, j'ai fait le débat des européennes. C'est vrai. À 7 ou 8. Je fais la Grande Confrontation, qui est une émission qui me tient presque plus à cœur, parce que je fais intervenir régulièrement des Français. Et je trouve par exemple la Grande Confrontation qu'on a fait avec des électeurs du RN, on en parle beaucoup, on les analyse, on les met en graphique, les catégories, les machins, et on les entend peu. Et là, on les entendait en direct pendant longtemps. Ça m'intéresse presque plus. Moi, j'ai fait beaucoup, effectivement, j'ai animé un débat présidentiel. Ah bah oui, je voulais vous en parler. J'ai fait certaines de ces grandes soirées. Donc j'allais dire, ça m'a énormément plu. Mais je l'ai fait. De passer à autre chose. Je l'ai fait. Non, mais ça m'intéresse aussi quand je l'ai fait. Mais je veux dire, je ressens pas de frustration. Voilà. Tiens, puisque vous parlez du débat d'entre-deux tours, c'était en 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Vous présentiez ce débat avec Laurence Ferrari à l'époque. Quel souvenir vous en gardez de ce moment qui reste gravé dans l'histoire? Ah oui, je garde le souvenir d'un moment très fort. Je garde le souvenir en particulier des 2 minutes qui ont précédé le coup d'envoi où je prenais la parole et moi, pour le coup, j'ai ressenti le trac que je n'avais plus connu depuis longtemps. Mais vous savez qu'il y a une vingtaine de millions de personnes qui regardent ce débat ce soir-là. Il y a un silence de plomb. Nicolas Sarkozy, François Hollande ne se regardaient pas, ne se parlaient pas. Ils étaient chacun dans leurs pensées. On entendait voler une mouche. Honnêtement. Mais vous détendez pas l'atmosphère à ce moment-là? Si, j'essayais de faire une ou deux petites remarques. J'ai tombé complètement à plat. J'ai arrêté. Et il paraît qu'il faisait très froid sur le plateau. C'est ce que nous avait dit Laurence Ferrari. Il faisait très froid et moi j'avais demandé, et du coup Laurence a demandé aussi, d'avoir un petit radiateur planqué. On le voit pas à la réalisation. Attendez, c'était une panne de chauffage? Qu'est-ce qui s'était passé? Mais non, c'est les candidats qui avaient demandé. Les candidats demandent parce que voilà, il y a des tempéraments qui transpirent plus ou moins. On peut avoir d'auréole. Vous savez, Nicolas Sarkozy, vous connaissez l'anecdote. À chaque meeting, la chemise, après, il la mettait à la poubelle. Elle était trempée et il en reprenait une neuve. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, au contraire, la clim, c'est mon ennemi personnel. C'est mon adversaire. Donc, j'avais mon petit radiateur. On m'avait installé. Du coup, Laurence avait le sien aussi. Et on était tous les deux comme ça. Alors, vous avez aussi vécu en direct cette anaphore culte de François Hollande, moi président. À ce moment-là, est-ce que vous avez en tête que cette anaphore sera vraiment le moment qu'on retiendra de ce débat? Non. 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 Quand tu la vis en direct, tu réalises pas du tout qu'effectivement ça va être le moment, qu'il se passe quelque chose de très très important. Bien sûr, on regardait, Laurence et moi, Nicolas Sarkozy, en s'attendant à ce qu'il interrompe, qu'il se manifeste, et il faisait rien. Et c'est vrai que ça m'avait un peu surpris. Il laissait dérouler François Hollande, mais je crois qu'il y a eu 17 moi président. Et il n'y avait pas de plan de coupe à l'époque, en plus. Il n'y avait pas de plan de coupe sur Nicolas à l'époque. Sarkozy. C'est ça. Donc, vous ne pouvez même pas voir sa réaction. Non, franchement, mais si je m'en étais rendu compte, je n'aurais pas agi autrement. C'est-à-dire que là, pour le coup, de toute façon, un débat présidentiel, c'est un moment hyper important
personnellement, à tous les points de vue, mais journalistiquement, c'est le moment le plus faible d'un point de vue éditorial, journalistique, de tous les débats que j'ai jamais eu à faire. C'est-à-dire que votre rôle, c'est d'exister le moins possible, d'une certaine manière. Vous n'êtes pas là pour mener une interview, puis une autre, et les pousser dans leur retranchement. Bon, et puis avec Damien, on voulait vous faire réagir sur ce sondage que vous avez peut-être vu, Opinionway, publié dans les colonnes de Marianne il y a quelques jours, juste après le scrutin des européennes. 44% des téléspectateurs du JT de TF1 de 20h ont voté pour la tête de liste du Rassemblement national, contre seulement 15% pour les fidèles du journal de France 2 20h. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le journal de France 2 est plus à gauche que celui de TF1? Quand j'étais au 20h, c'était déjà la même chose. C'est-à-dire que les identités des chaînes, effectivement, reflètent un peu des clivages partisans. Est-ce que ça veut dire que le JT de France 2 est plus à gauche que celui de TF1 ? Sans doute, peut-être un peu dans la tonalité, dans ce que vous pouvez... Mais à la marge, honnêtement, non. Je pense simplement que quand vous êtes plus à gauche, vous avez naturellement tendance à regarder le service public. C'est peut-être un réflexe un peu naturel. Voilà, je pense que c'est ça que ça signifie surtout. Est-ce que la présentation du JT vous manque? À chaque fois que vous passez sur le Buzz TV, on vous pose la question. On s'attend un jour à ce que vous finissiez par dire oui, mais bon. Non, mais je vous ai déjà dit oui dans certaines occasions. Oui, dans certaines occasions. Oui, quand il y a des grands événements, vous avez une force de frappe, de rédaction tellement riche, tellement importante comme celle de France 2 ou de TF1, que là, vous vous dites, j'aimerais pour mettre le paquet là-bas, pour envoyer des équipes là, pour insister sur tel ou tel angle. Sur une dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple, sur ce moment précis, ça pourrait vous manquer? Oui, ça pourrait manquer aussi pour ça. En fait, pour le plaisir de travailler, à 150 et d'imaginer, la construction d'un journal, ce que ça peut représenter. Mais aujourd'hui, à Particule Production, j'ai tellement de nouvelles choses, je me lance dans la fiction. Mais oui, c'est ça. Vous nous en aviez parlé, ça en est où, ce projet de fiction? C'est en train de marcher. Formidable. C'est-à-dire qu'on entre dans la première phase de développement. Donc, comme je suis superstitieux, après la première phase de développement, il y a beaucoup de chances que ça marche. Mais c'est pas encore du 100%. Vous ne pouvez pas nous en parler. Pas le dire. Bon. Mais non, j'ai produit. Nicolas Poincaré m'a rejoint à Particule. Guylaine Chenu travaille avec nous. Donc cette année, on a fait plus de docs que jamais, plus de production que jamais. Et c'est super intéressant aussi, quoi. Voilà. Vous n'arrêtez pas puisque vous présentez, on l'a dit en introduction, 24 je la produis et je la présente aussi. Pujadas, du lundi au jeudi entre 18h et 20h sur LCI. Vous achevez votre 7e saison, un septennat, ça y est. Comment vous vous sentez? Vous rempilez pour l'année prochaine? Jamais j'aurais cru faire 7 ans. Moi, quand je suis sorti du 20h, je me suis dit, je vais présenter cette émission parce que je sais que mon visage était mon principal capital, c'est-à-dire que Thierry Tuillier et Fabien Amias, que j'adore, c'était un plaisir de travailler avec eux, mais si moi j'avais dit je produis l'émission mais je ne la présente pas, ils ne m'auraient jamais dit oui. Donc au départ je me suis dit je vais faire ça 2 ans, quand ma boîte sera lancée j'arrêterai la présentation pour me consacrer entièrement à autre chose. Et puis j'y suis toujours, parce que finalement, d'abord c'est quand même très plaisant, c'est quand même très intéressant. J'aime beaucoup LCI, j'aime beaucoup l'identité, le virage qu'a pris LCI grâce à Fabien et Thierry Tuillier. Et j'ai adoré faire le Covid, par exemple, j'ai trouvé ça très intéressant, y compris du point de vue médiatique. La guerre en Ukraine, c'est passionnant et j'ai trouvé formidable qu'LCI prenne le sujet à bras-le-corps, toute l'actualité internationale d'une manière générale. Et donc, en fait, j'ai plaisir à travailler avec mes équipes, avec les journalistes, avec tout le monde. Mais ça ne vous frustre pas que, effectivement, la chaîne soit consacrée à la guerre en Ukraine? Alors, elle ne l'est plus. Hein. Oui, elle n'est plus. Puis, vous êtes sur d'autres sujets pour le coup, 24 heures, l'émission que je produis a toujours eu quand même beaucoup de fenêtres sur toutes les autres actualités. Il y a les partis pris qui durent une demi-heure tous les jours et qui traitent quand même de tous les autres sujets. Nous, on a rarement été 100% Ukraine. En même temps, je vais dire aujourd'hui, toute l'Europe a les yeux rivés sur la France. Oui. Il y a encore 3 mois, toute l'Europe avait les yeux rivés sur l'Ukraine. Donc c'était quand même le sujet majeur, la guerre sur le continent européen, c'est pas rien. Hier, nous recevions Ariel Dombal sur ce plateau, la comédienne, bien sûr, qu'on ne présente plus, Ariel Dombal. Elle avait une question à vous poser, David Pujadas. Je vous propose de regarder et d'y répondre évidemment ensuite. David Pujadas, vous avez une forme olympique dans votre genre. Et qu'est-ce que vous faites pour rester toujours le même? Vous avez une forme quoi, elle a dit? Olympique. Oui. Puisqu'elle va elle va accueillir la flamme à Paris. Merci Ariel, c'est très sympa, mais hélas,
je n'ai plus une forme olympique. Oh bon. Ah, quand même. Alors, franchement, on aimerait bien avoir votre silhouette Ah bon à votre... Ah bah oui. Ah oui. Ah mais ça c'est le sport. Vous faites du sport? Oui, je fais du sport. Je suis C'est vrai. sportif. On est Vous obligé faites de faire quoi du comme sport. sport? Je fais du tennis, je nage beaucoup dès que je peux. Je fais un peu de kitesurf, je marche l'été, avant je faisais de la haute montagne. Non, on a besoin de faire du sport, on a besoin de décompresser, on a besoin de lire des romans et de faire du sport, c'est-à-dire d'évacuer la pression physiquement et nerveusement d'une certaine manière. Mais c'est vrai que vous avez des passions, vous avez des loisirs. Est-ce que la retraite, vous y pensez? Est-ce que vous pensez mettre un jour votre carrière de présentateur, producteur de côté pour vous consacrer entièrement au tennis, à la natation, à votre famille aussi? En fait, on a la chance de... très important aussi, la famille. Moi, j'ai 4 enfants et c'est pareil, c'est un bain qui vous aide aussi, qui vous tient, En fait, on a la chance de faire des métiers où on se dit qu'il n'y aura pas tout d'un coup une coupure et que tout va s'arrêter. On se dit, je garderai toujours un peu des activités ici ou là, surtout quand on est chef d'entreprise. Donc du coup, je ne l'envisage pas en ces termes-là. Mais j'envisage volontiers de longues plages où je pourrais lire beaucoup plus de romans, voir beaucoup plus de films, bien sûr, et voir beaucoup plus encore mes enfants et j'espère leur descendance après. Et vos enfants, d'ailleurs, y a-t-il des journalistes parmi eux? Il y a un journaliste parmi eux, une journaliste parmi eux, mais... Une Pujadas qui va arriver. Non, elle y est déjà. Ah, elle y est déjà? Elle y est déjà, mais... Être en permanence la fille de son père quand elle démarre. Donc elle a changé de nom et je ne me permettrai pas de révéler son nom. Ah, donc peut-être on la connaît et on ne le sait pas. On travaille avec elle au Figaro ou pas? Elle est dans cette pièce. On va regarder les liens de parenté, etc. On va enquêter. Merci David Pujadas. Je rappelle que l'on vous retrouve du lundi au jeudi de 18h à 20h sur LCI, émission que vous présentez et produisez avec votre société Particule Production. Et puis on souhaite encore un joyeux anniversaire à LCI, 30 ans. Moi aussi. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup à vous deux. Merci Damien. Très bonne soirée et le Buzz TV revient demain.